Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, suite au rapport fourni par Oxfam, il ressort que le Niger fait partie des pays de l'Afrique de l'Ouest où l'inégalité est flagrante en termes de répartition des richesses. Sur ce sujet, je vous propose de suivre l'intervention de Nouh Arzika avant de le retrouver en intégralité à la fin du journal. Des pays comme le nôtre font partie de ceux qui ont moins d'efforts et d'initiatives sérieuses dans le cadre de cet engagement à la réduction des inégalités. Comparé à d'autres pays comme on a donné l'exemple du Sénégal, on a donné l'exemple même du Burkina Faso qui est notre pays voisin et où on estime que leur démarche, leur volonté d'aller vers la réduction de ces inégalités est appréciée par rapport à notre façon à nous de faire. Évidemment, quand on prend la situation par rapport à notre pays, quand on regarde ce que nous, au Niger, nous vivons, il y a de quoi évidemment s'inquiéter quand on voit les écarts qu'il y a entre les uns et les autres et surtout les attitudes des acteurs. Et par rapport à ce que doivent être les actions à mener pour essayer de réduire ces fractures entre les uns et les autres. Et surtout qu'au Niger, nous avons quand même, du point de vue normalement politique, du point de vue constitutionnel, nous avons pris des engagements qui devaient nous favoriser dans ce classement-là. Et pour tenir compte de notre volonté principale d'affirmer la réduction de ces inégalités à travers un principe important que nous avons institué dans notre constitution, qui fait partie désormais des principes de la République, c'est le principe de justice sociale. Ça n'existe pas dans tous les pays. Ce n'est pas beaucoup de constitutions des pays qui engagent l'État à avoir en tant que République comme principe la justice sociale. Nous avons un deuxième autre principe qui devait normalement nous favoriser dans le cadre de ce travail-là qu'ils ont fait. Si les discussions avaient été faites dans ce sens, on verra que aussi le Niger, nous avons pris un autre principe que nous avons dit en engageant l'État à considérer que désormais notre République elle est aussi assise sur le principe de la solidarité nationale. C'est vrai que ces deux principes importants et fondateurs qui sont dans notre Constitution ne sont pas tout à fait bien perçus ou bien compris de beaucoup d'acteurs pour qu'ils puissent en tenir compte que c'est en fait ce que ça veut dire. C'est dans le cadre de la volonté d'aller vers la réduction des inégalités que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous nous sommes battus dans le cadre de la refondation de la République, pour qu'à l'occasion de l'élaboration de la nouvelle constitution, notamment la constitution de la 7e République, donc on s'est battu pour amener les gens à accepter que dans la constitution même, on engage la République, on engage l'État, on engage tout le monde à considérer que notre République a comme principe des principes de justice sociale et de solidarité nationale. La campagne relative aux élections professionnelles qui auront lieu le 31 juillet prochain se poursuit. À quelques jours du scrutin, les chargés de campagne des centrales en lice appellent les militants à retirer leur carte d'électeur. Hassan Saleh Mustafa et Halidou Brema pour le reportage. 12 jours après son lancement, la campagne pour les premières élections professionnelles au Niger se poursuit normalement sur l'ensemble du territoire national. Au niveau des QG des centrales syndicales, la coordination avec les sections des différentes localités se passe bien pour s'assurer du bon déroulement de la dite campagne. Nous sommes en contact avec nos différentes représentations à l'intérieur du pays qui également sont en train de se battre pour faire du porte-à-porte comme on l'appelle, en trouvant les travailleurs sur leur lieu de travail, en les mobilisant d'abord à aller chercher leur carte d'électeur, mais également à les mobiliser pour que le 31, que l'ensemble des militants, l'ensemble des fonctionnaires qui ont foi, en tout cas au syndicalisme nigérien, puissent sortir pour aller voter la CNT le 31. La mobilisation, c'est d'abord deux aspects. Faire en sorte de faciliter aux militants l'accès aux cartes d'électeurs,
mais également se mobiliser à travers les réunions et les assemblées générales afin que le message soit non seulement connu, mais également faire en sorte que les travailleurs et travailleuses puissent aller voter en faveur de notre organisation. Et Dieu merci, à l'heure actuelle, si on prend les 8 coordinations et les 113 sections que compte la CDTN, toutes sont en train de mener des activités visant à mobiliser davantage les travailleurs. Nous sommes dans le processus de la campagne. Nous avons envoyé des missions à l'intérieur du pays. Actuellement, notre SG est sur le tronçon d'Osso, Tawa, Gadez. Une autre équipe fait Maradi, Difa, Edmond, Maradi, Zander, Difa. Une autre est à Tilaberi. Et ceux qui sont ici avec nous, nous sommes chargés de Niamey. Donc, dans le cadre de la campagne, en tout cas, nous sommes en train de mettre nos pions partout. Voilà. La réussite de ces élections dépend de la capacité de mobilisation des électeurs à retirer leur carte, bien qu'à ce niveau, quelques problèmes se posent. Il y a eu beaucoup d'anomalies dans la confection de ces cartes-là. La preuve, quand je vous dis que personnellement, ma carte a été, ou mes références sur ma carte ont été interverties avec la carte du chauffeur de la CNT, où on a pris mon matricule pour donner au chauffeur de la CNT. Sur ma carte, on a écrit chauffeur CNT avec mon nom et tout le reste. Donc vous comprenez qu'un peu partout, c'est la même chose. La campagne n'est jamais facile, mais nous sommes en train d'avancer, nous sommes en train de sensibiliser, nous sommes en train de mobiliser en prélude au 31 juillet afin que l'ensemble de nos militants et au-delà, nos sympathisants puissent aller répondre à ce devoir-là et à voter en faveur de la CDTN. Vraiment, il y a une certaine lenteur. Nous sommes en train d'interpeller. Ça ne fait pas longtemps que j'ai réuni les différents secrétaires généraux du syndicat affilié pour leur dire de talonner un peu leurs membres pour que chacun aille chercher sa carte. On a placé déjà des délégués dans les CA. Aujourd'hui, l'USN a des délégués dans les 5 communes qui sont là-bas en train de distribuer les cartes, en train de faire les indications aux camarades. Ce scrutin qui aura lieu le 31 juillet prochain déterminera les centrales syndicales les plus représentatives parmi les 12 en compétition. Avec le communiqué du ministère des Transports, les Nigériens détenteurs de permis de conduire, toutes catégories confondues, se retrouvent avec l'obligation de changer leur permis au profit de celui en PVC. Une opération qui coûte 12 000 francs CFA. Sur ce point, je vous propose de suivre la réaction de quelques citoyens. Pour nous, on n'a pas grand-chose à dire parce que vraiment le changement, on ne sait pas pourquoi. D'abord, on ne sait pas pourquoi le changement, il faut changer ça, il faut changer ça. Et puis encore, il faut payer des taxes et des frais pour le changement. Parce que quelque chose que tu as déjà, s'il faut changer, il ne faut pas payer, ça peut aller, mais il faut changer, il faut payer. Pourquoi payer? C'est ça au fait. Si c'est pour changer, continuer, pas de problème, mais il faut payer encore quelque chose que tu as déjà fait depuis. Et tu as déjà payé lorsque tu as fait ça. Et pourquoi maintenant on te demande encore de payer? C'est pas... C'est tout ce que moi je vis que c'est pas bon quoi, c'est pas facile pour nous. Le nouveau permis là, moi je vois que c'est une bonne idée. Parce que c'est pas dérangeant. C'est juste une petite carte, donc c'est plus rentable dans le porte-monnaie quoi. Moi c'est ça que je trouve. J'encourage les gens vraiment de participer dedans et prendre leur permis, ça ce n'est rien. Moi je pense que peut-être c'est une bonne chose pour eux, mais pour nous vraiment c'est un problème parce qu'on cherche seulement quelque chose à manger, les 12 000 là c'est trop. Normalement il devrait au moins se diminuer un peu. 5 000 c'est bon, mais 12 000 là c'est trop. Vraiment, c'est ça que j'ai à dire. Le changement, bon, comme peut-être presque tous les pays font ça là, Sénégal, Mali, vraiment c'est une bonne chose. Mais normalement c'est le prix qui est cher. Et pour changer là, c'est pas un problème. On a carrément pour diminuer l'argent là, dès 12 000 c'est trop. C'est trop. Si l'État a vu quelque chose pour dire de renouveler, on doit renouveler, mais il faut laisser le temps aux gens pour réfléchir, voir, et comme ça, les gens, tout le monde va faire.
C'est une bonne initiative en tout cas. Et après ça, il y a le carte d'identité, on a commencé, on a liquidé les gens. Donc, s'il y a la possibilité de continuer avec la carte d'identité aussi, pour faire ça comme ça, c'est très bon. C'est une bonne initiative vraiment. 12 000, si vraiment, si c'est nécessaire, on va faire. Mais sinon, si on peut diminuer aussi pour la population, vraiment, on peut diminuer. À 6 000, c'est peut-être abordable. Parce que tu as déjà payé, tu as réussi ton examen, tu as eu ton permis. Donc, si on peut diminuer un peu, vraiment, ça va beaucoup soulager la population. Les citoyens, dans leur vie quotidienne, ne cessent de proclamer que la vie est chère. Pourtant, cela n'empêche pas de voir des gens se laisser aller à des dépenses ostentatoires lors des cérémonies de mariage ou de baptême. Détail avec Harriet Salah et Aboubakar Souley. En cette période de grandes vacances, les mariages et autres cérémonies sont en vogue avec leur lot de dépenses qui dépassent l'entendement. En effet, ces dépenses ostentatoires sont liées aux uniformes, 3 à 4 au cours d'une journée lors d'une cérémonie. Cet état de fait, bien que dénoncé par les familles, continue malgré le manque de moyens de la plupart des Nigériens. Dans la recherche de solutions à ce problème, le ministère de la Population avec la société civile ont élaboré un document qui sera transmis au Conseil des ministres. Nous voulons que le gouvernement, que les autorités pensent à ne pas tarder sur cette situation et que nous voulons vraiment qu'une loi soit adoptée pour pouvoir amener les gens à se conformer. Parce que tant qu'il n'y a pas de loi, tant qu'il n'y a pas de disposition légale par rapport aux dépenses ostentatoires, les gens ne vont pas se conformer et les gens ne vont jamais abandonner. Mais s'il y a une loi, s'il y a des sanctions qui sont prises, moi je pense que les gens, par la grâce d'Allah, ils vont essayer de mieux se comporter et de se conformer à la législation nigérienne. Mais avant l'adoption d'une loi interdisant ces dépenses dans les cérémonies, la coordination des ONG et associations féminines demande l'engagement des femmes à éviter ces dépenses inutiles. Nous les femmes, en dehors de cet engagement, il faut qu'il y ait une volonté ferme. Il faut que nous changions de comportement, de mentalité par rapport à ces dépenses ostentatoires. Certes, on est fatigué. D'autres ont les moyens, d'autres n'en ont pas. Mais les gens s'efforcent à copier d'autres. Et c'est des problèmes. Parce que nous amener à faire des uniformes, 3, 4, 5 uniformes par jour. Moi, je pense que c'est vraiment ostentatoire, comme on le dit. Il faut que ça cesse. C'est à nous de le faire. C'est à nous de se battre. Des stratégies sont en train d'être mises en place par la Congafen pour plutôt amener les femmes à consommer nigérien à travers l'habillement traditionnel, ce qui permettrait sans nul doute de tourner la page des uniformes au Niger. Des chants patriotiques comme Samarida et Manta sont nombreux, cependant la plupart ont été créés sous le régime d'exception du président Seni Kunche. Alors qu'est-ce qui explique à l'heure actuelle la rareté en ce qui concerne la composition de nouveaux chants patriotiques? Élément de réponse dans le reportage qui va suivre. Ce chant repris par la chorale de l'université de Niamey a été écrit par Oumar Khaderi il y a plus de 40 ans de cela. À côté du chant Samari de Mmata, plusieurs autres chants patriotiques verront le jour, particulièrement sous le magistère du défunt président Seni Kunche. Malheureusement, à l'heure actuelle, comme frappé par une sécheresse, le champ de la composition des chansons patriotiques s'est considérablement appauvri, ce qui amène Yacouba Moumouni, dit Dank à réagir en ces termes. Les artistes, ils ont raison, parce qu'aujourd'hui, on fait notre mieux ce qu'on a à faire, mais quand même, si tu vois les Samaris de Amata, le temps de Kunche, il y a beaucoup de Samaria qui ont il les a mis dans les conditions. Les artistes là, les mêmes artistes là, ils ont se transformé en griots et qui vont chanter partout pour les gens et les gens lui donnent l'argent. Et les artistes qui ne font pas ça, qui ont dit ils vont rester pour vraiment chanter pour le pays, pour faire de certaines choses, ils n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'ils sont délaissés.
les artistes ne pouvaient pas vivre de son art une fois que tu n'es pas devenu griot. Il faut jouer dans le bar, il faut jouer dans le baptême, il faut jouer dans le mariage, il faut appeler le nom des gens et pour que les gens là viennent faire de dash pour toi. Et les artistes, si tu regardes, les artistes qui jouent dans le bar, qui jouent dans le mariage, qui appellent le nom des gens, ils sont plus riches que les artistes qui ont dit ok, on va chanter sous le Zorba, sous la nation et sous le pays. Et il y a un délaissement que les artistes là n'arrivent pas à vivre correctement. Donc, tu n'as pas le courage de le faire. On reste là où on est. Certes, les chansons patriotiques qui ont été composées du temps du magistère du président Sénou Kountché sont toujours d'actualité. Néanmoins, il est présentement nécessaire d'avoir de nouvelles chansons patriotiques. Ceux qui ont eu à faire cette chanson, c'était en 1976 que M. Haderi a composé Samari de Emata Niger et que le président Kountché a décidé que ça sera l'hymne de la jeunesse. C'était en 1976, ça veut dire qu'ils étaient visionnaires. De la vision a été faite à travers toutes ces chansons. Donc ce que je pourrais dire, si dans des chansons qui ont été réfléchies il y a 20 ans, 30 ans de cela, à travers ces chansons, on peut se ressourcer pour continuer, il n'y a pas de problème. Mais je me dis que nous aussi, il faut qu'on crée pour pouvoir être visionnaire par rapport à ceux qui seront là dans 30 ans. Si on ne peut pas réfléchir par rapport à notre présent, par rapport à ce qu'on vit, si d'autres l'ont fait à notre place, alors nous, on doit se mettre à le faire pour les générations futures. Je suis d'accord que le politique doit encore s'y mettre. Ils ont beaucoup de préoccupations, la santé, la sécurité, l'éducation, mais pour faire avancer tout cela, il faut s'appuyer sur la culture. Alors je suis d'accord quand vous dites que l'État doit revenir dans son rôle pour pouvoir booster quelque chose par rapport à la culture. Enfin, le dernier mot revient aux plus hautes autorités de notre pays, particulièrement le ministère de la Renaissance culturelle, de se mettre résolument au travail en encourageant nos chanteurs à créer de nouvelles chansons patriotiques, ce qui implique un soutien moral et financier conséquent à l'endroit des artistes. Sur le plan sportif, le club de natation Baleine 2 a fêté son 12e anniversaire. Ibrahim Tikire et Aboubakar Souley nous en dit plus dans ce reportage. Situé dans les locaux de l'hôtel Terminus de Niamey, le club aquatique Les Baleines 2 a 12 ans d'existence. Un anniversaire marqué par une grande manifestation rehaussée par les parents des enfants pensionnaires du club aquatique Les Baleines 2. Nous sommes en train de fêter notre 12e anniversaire de la création de ce club qui regorge, n'est-ce pas, des jeunes de 3 ans et demi, voire 15 ans, donc filles et garçons y compris. Donc vraiment c'est une fierté pour moi en tant que président, en tant que père fondateur, n'est-ce pas, de pouvoir au moins suivre ces jeunes-là pour des futures compétitions internationales, régionales. C'est vraiment sous le signe de la concorde, n'est-ce pas, de l'unité et de la cohésion sociale. Pour que ces enfants-là puissent au moins se connaître. Nous sommes en vacances, il faut que ces enfants-là puissent être vraiment occupés et pour vraiment apprendre et éviter vraiment les cas de noyade que nous connaissons ici au Niger récemment. C'est le premier club, le plus grand club du Niger, si je peux le dire. Ça fait 12 ans que nous sommes sur pied jour et nuit. Nous travaillons corps et âme, vraiment dans une sérénité de travail. Nous sommes là 24 sur 24, tout le monde nous entraînons. Donc les parents viennent inscrire les enfants pour qu'ils puissent au moins apprendre comment faire les techniques du nage. Au cours de cet anniversaire, les enfants qui se sont distingués ont reçu des récompenses. Plus qu'un simple sport, la pratique de la natation a des avantages tant pour les enfants que pour les adultes. C'est un sport complet, pas comme les autres. Si vous voyez dans les Jeux Olympiques, la natation, c'est là où les athlètes gagnent beaucoup plus de médailles que les autres disciplines. Ça, c'est un. Le deuxième avantage, c'est des enfants, on les occupe pendant les vacances et en pleine année scolaire. Et l'autre aspect aussi, c'est en matière de santé. Quand on fait la natation, c'est tout le corps qui bouge. C'est tout le corps qui bouge. Donc vraiment, on est épargné, n'est-ce pas, de certaines maladies. Et le troisième aspect, c'est qu'en natation, il n'y a pas de risque. Si on sait nager, on nage pour toute la vie.
oui. C'est un club qui renferme vraiment toutes les couches sociales, n'est-ce pas, et que ce soit les enfants, les parents. Et il y a des cours nocturnes, n'est-ce pas, pour les personnes âgées et ceux qui souffrent de AVC. Aujourd'hui, présentement, vous savez que vraiment ce fléau-là, ça gagne le terrain. Donc, il y a beaucoup de cas comme ça que j'avais vraiment traité ici au niveau de la piscine de l'hôtel Terminus. C'est propre, c'est hygiénique, c'est vraiment, la porte est grandement ouverte à tous les clients ici. La sécurité et la propreté, deux atouts de la piscine Les Baleines située à l'hôtel Terminus de Niamey. Ce qui fait de ce club aquatique une référence dans la capitale. Comme convenu, je vous laisse avec Nuhu Arzika pour son appréciation du rapport d'Oxfam qui présente le Niger comme un pays où les inégalités sont criardes en ce qui concerne la répartition des richesses. Très bonne réception et je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au niveau de l'ONG internationale Oxfam, ils ont développé avec un partenaire à EDFI une initiative pour observer ce que l'état des inégalités dans le pays, et particulièrement en Afrique, et en Afrique de l'Ouest surtout. Et ils ont mis au point ce qu'on appelle l'indice d'appréciation de l'engagement à la réduction des inégalités. On apprécie la manière dont les pays s'engagent et les initiatives que les pays entreprennent dans le but de créer une dynamique qui va rendre possible la réduction de la fracture entre les différentes couches sociales et faire en sorte qu'on puisse favoriser la réduction des inégalités qui existent aujourd'hui dans le pays, pratiquement dans tous nos pays. Et une sorte de classement avait été fait après des enquêtes qu'ils ont menées. Et ils ont dû rencontrer que au niveau de l'espace de l'Afrique de l'Ouest, surtout, que des pays comme le nôtre font partie de ceux qui ont moins d'efforts et d'initiatives sérieuses dans le cadre de cet engagement à la réduction des inégalités. Comparé à d'autres pays, comme on a donné l'exemple du Sénégal, on a donné l'exemple même du Burkina Faso, qui est notre pays voisin, et où on estime que leur démarche, leur volonté d'aller vers la réduction de ces inégalités est appréciée par rapport à notre façon à nous de faire. Évidemment, quand on prend la situation par rapport à notre pays, quand on regarde ce que nous, au Niger, nous vivons, il y a de quoi évidemment s'inquiéter quand on voit les écarts qu'il y a entre les uns et les autres, et surtout les attitudes des acteurs. Et par rapport à ce que doivent être les actions à mener pour essayer de réduire ces fractures entre les uns et les autres. Et surtout qu'au Niger, nous avons quand même, du point de vue normalement politique, du point de vue constitutionnel, nous avons pris des engagements qui devaient nous favoriser dans ce classement-là. Et pour tenir compte de notre volonté principielle d'affirmer la réduction de ces inégalités à travers un principe important que nous avons institué dans notre constitution, qui fait partie désormais des principes de la République, c'est le principe de justice sociale. Ça n'existe pas dans tous les pays. Ce n'est pas beaucoup de constitutions des pays qui engagent l'État à avoir en tant que République comme principe la justice sociale. Nous avons un deuxième autre principe qui devait normalement nous favoriser dans le cadre de ce travail-là qu'ils ont fait. Si les discussions avaient été faites dans ce sens, on verra que aussi le Niger, nous avons pris un autre principe que nous avons dit en engageant l'État à considérer que désormais notre République, elle est aussi assise sur les principes de la solidarité nationale. C'est vrai que ces deux principes importants et fondateurs qui sont dans notre Constitution ne sont pas tout à fait bien perçus ou bien compris de beaucoup d'acteurs pour qu'ils puissent en tenir compte, que c'est en fait ce que ça veut dire. C'est dans le cadre de la volonté d'aller vers la réduction des inégalités que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous nous sommes battus
dans le cadre de la refondation de la République, pour qu'à l'occasion de l'élaboration de la nouvelle constitution, notamment la constitution de la 7e République, donc on s'est battu pour amener les gens à accepter que dans la constitution même, on engage la République, on engage l'État, on engage tout le monde à considérer que notre République a comme principe des principes de justice sociale et de solidarité nationale. Je suis convaincu, si cela avait été bien perçu et avait été bien compris par les acteurs, depuis 8 ans que la Constitution est en train d'être mise en œuvre, on n'allait pas être classé comme on a été classé aujourd'hui, parce qu'on allait le voir dans le cadre des politiques publiques pensées. On allait voir qu'il y a cette volonté réelle d'aller vers la réduction des inégalités entre les citoyens et vers la promotion de la justice sociale et la solidarité nationale. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait bien compris, et donc c'est pour ça que nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous continuons à considérer que le gouvernement élabore ses politiques et met en marge des véritables ambitions de notre peuple qui sont exprimées dans la Constitution. Parce que vous vous rendez compte que dans notre Constitution, il a été dit que nous avons l'ambition de bâtir un État de droit qui doit garantir, l'exercice des droits collectifs et individuels, la liberté, la justice et la sûreté et le bien-être comme valeur fondamentale de notre société. Ça, c'est ce qu'on a dit dans la Constitution. Il n'y a pas beaucoup de constitutions en Afrique qui ont engagé l'État, qui ont engagé tout le monde à aller dans ce sens. Mais malheureusement, il y a ce qu'on a mis dans la Constitution, il y a ce qui se passe sur le terrain. Et le travail qui a été fait par Oxfam, il n'a pris en compte que ce que les gens ont observé sur le terrain. Les attitudes et la manière dont les gens sont en train de fonctionner. Et quand on regarde ça, on va effectivement constater qu'il y a une véritable rupture de banc entre les autres citoyens et une partie de la catégorie des citoyens qui sont aujourd'hui les agents de l'État. Quand vous prenez la loi de finances, c'est à travers la loi de finances qu'on peut apprécier la volonté réelle de l'État d'aller vers la réduction des inégalités. Monsieur le Président, des instruments existent, c'est bien cela. Maintenant, où situer la responsabilité? Mais la responsabilité, elle est dans le fait que les acteurs gouvernants ont privilégié d'autres considérations plutôt que la préoccupation de la réduction de ces inégalités qu'il y a entre les riches et les pauvres, entre les autres citoyens. Vous voyez bien aujourd'hui, tout ce qui relève du social, qui concerne la grande majorité, il est négligé, il est abandonné. Regardez l'école publique, regardez la santé publique. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on s'organise à prendre en charge les problèmes de santé publique au niveau des citoyens pour garantir le principe de la couverture sanitaire universelle? Quelles sont les actions qui sont entreprises pour être dans la position de rendre possible la capacité de couvrir tous les citoyens de toutes les catégories sociales lorsqu'ils ont un problème de santé? Il y a pas. Ce n'est pas, il y en a aujourd'hui, les gens qui sont pris en charge, ceux qui sont assurés, c'est quelques agents de l'État qui sont assurés, et puis quelques travailleurs qui ont développé des initiatives de mutuelles entre eux, ou bien l'assurance qui est faite au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, mais c'est tout. Mais les autres citoyens, le citoyen lambda qui est là-bas abandonné dans son champ à Kwarnaka, à Kwaremeroa, à Dantiao, à je ne sais pas où encore, mais tous ces gens-là, qui les prend en charge? Rien. L'État devait les prendre en charge parce que l'État devait investir dans le secteur, par exemple, de la santé pour qu'ils puissent être atteints à travers le mécanisme qui est mis en place. Mais aujourd'hui, on a fait des infrastructures. Si vous regardez notre dispositif de la pyramide sanitaire, depuis la case de santé, en passant par les CSI type 1, type 2, jusqu'à l'hôpital de référence, mais regardez dans quelle mesure cela peut permettre de répondre aux préoccupations de santé des populations nigériennes et surtout les citoyens lambda lorsqu'il a des problèmes de santé. Vous prenez sur le plan de l'éducation. L'éducation, c'est un élément important. Et aujourd'hui, ce qui devait être garanti au niveau de l'État pour que les enfants de pauvres puissent avoir des infrastructures, des écoles normales qui sont mises en place par l'État et qui doivent recevoir les enfants du peuple et qui, à travers l'enseignement ou l'encadrement qui est donné, que ces enfants-là puissent étudier dans des conditions normales et réussir à atteindre les objectifs de leur ambition par rapport à la formation qu'ils souhaitent subir.
malheureusement, vous vous rendez compte que l'école publique aujourd'hui au Niger, c'est catastrophique. Vous venez de voir. Récemment, on est en train de faire les examens. Les résultats sont médiocres. Vous avez vu, il y a des établissements qui ont eu 12%, 15%. Vous trouvez que c'est inacceptable ça? Quand un établissement fait 15%, c'est la responsabilité, elle incombe à qui? Elle incombe à l'encadrement. Même si on peut dire, bon, il y a les élèves qui font la grève. Cette année, par exemple, les élèves n'ont pas grévé. Même les enseignants n'ont pas grévé. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le problème? Pourquoi on ait ce résultat médiocre? Et un État, du point de vue d'une analyse économiciste, vous allez vous rendre compte que c'est donc de tout l'investissement qu'on fait. On investit beaucoup de milliards. Parfois, les gens racontent leur vie, ils disent même 20% du budget. Même si dans la pratique, ce n'est pas le cas. Mais même si quel que soit le montant que ça représente, cet argent-là est investi pour avoir un résultat médiocre de moins de 30% de taux de réussite. Parce que si on doit évaluer le système éducatif, c'est à travers le résultat qu'il donne sur le terrain. Ce n'est pas autre langage qu'il faut mettre en avant. Ça, vous regardez. Maintenant, si vous désagrégez ces résultats, vous allez vous rendre compte que les enfants qui sont les victimes, c'est les enfants des pauvres. Parce que les enfants des autres, même ceux qui gèrent le système, n'ont pas confiance au système éducatif qu'ils gèrent. Vous vous rendez compte que vous avez aujourd'hui tous les gens qui gèrent, depuis le ministre jusqu'aux conseillers pédagogiques, ils n'ont pas leurs enfants dans le système public, dans les écoles publiques. Ils n'ont pas confiance. Ils ont leurs enfants dans les écoles privées qu'ils ont créées ou bien qu'ils ont contribué à créer. Et c'est là-bas qu'ils envoient leurs enfants. Et où ils gagnent l'argent pour financer ça? Dans le système qu'ils gèrent. Donc, ils volent l'argent dans le système qu'ils gèrent. Et ils vont financer leurs enfants dans les écoles privées ou à l'intérieur du Niger ou à l'extérieur du pays. Le rapport de Oxfam, il n'a pas menti. Ils ont dit ce qu'ils ont entendu ou ce qu'ils ont vu. C'est un constat et on a fait une comparaison entre les pays pour regarder ce que chaque pays fait. Mais je vous ai dit, si on s'en tient à notre constitution, si on s'en tient à notre volonté politique de notre peuple à travers et exprimée dans le cadre du préambule de notre constitution, notre volonté est claire. Il y a la volonté de lutter contre les inégalités. Dans notre constitution, c'est dit clairement que la République du Niger est un État de droit. Elle assure à tous l'égalité devant l'administration, devant les services publics. La constitution de notre pays a garanti un certain nombre de droits aux citoyens et pour être sûr que cela sera respecté, une commission nationale des droits humains a été prévue constitutionnellement pour qu'elle puisse garantir la veille, pour surveiller la manière dont les politiques publiques sont élaborées, pensées et mises en œuvre pour s'assurer de la jouissabilité de tous ces droits-là et cette garantie de cette jouissance au niveau de tous les citoyens de manière à ce que l'effectivité de la jouissance de ces droits puisse être assurée. Dans quelle mesure c'est fait? Et il n'y a pas longtemps, la Commission nationale des droits humains a rendu son rapport et elle a effectivement constaté que jusqu'à présent, le fossé est trop grand par rapport aux inégalités qui existent entre les uns et les autres. Je vous ai donné un exemple pour que vous puissiez analyser ce que j'étais en train de dire relativement à ces questions des inégalités. Quand vous prenez la loi de finances a 5 titres côté recettes, non côté dépenses. Côté dépenses. C'est-à-dire que toutes les recettes, on s'organise à avoir les recettes. Ça peut être des emprunts projets, des taxes fiscales, ainsi de suite, les droits de douane et autres dons qu'on reçoit sous forme de recettes. Mais toutes ces recettes mobilisées doivent servir à financer un certain nombre de dépenses à travers lesquelles l'État doit organiser la justice sociale et doit organiser la gestion de la solidarité nationale. Mais quand vous regardez la manière dont c'est fait, première dépense, c'est quoi? C'est le service de la dette. On rembourse la dette qu'on a prise les années antérieures. Et quand vous allez chercher à comprendre à quoi ces dettes ont servi, vous n'avez même pas de traces de ce à quoi elles ont servi, ces dettes-là, au moment où elles ont été contractées. Première dépense. Deuxième dépense, c'est le salaire du personnel. Mais le salaire du personnel qu'on paye aujourd'hui aux agents de l'administration, regardez comment fonctionne l'administration. Regardez comment travaillent les agents de l'État. Regardez à tous les niveaux comment travaillent les agents. Dans quelle mesure le rendement de ces agents-là peut réellement, valablement servir les citoyens pour qu'on considère que tous ces gens-là méritent le salaire qui leur est dû. Le salaire qu'on leur donne. Ça veut dire que non seulement ils ne le méritent pas, donc ça veut dire que c'est un salaire, c'est de l'indûment perçu.
Troisième dépense, c'est le fonctionnement de l'administration. C'est ça qu'on dépense et c'est là où il y a le gros lot. Mais le fonctionnement là, c'est quoi? C'est tout ce qu'on mobilise comme moyen qu'on met à la disposition de toutes les administrations pour qu'elles puissent normalement réussir à faire le travail qui est attendu d'elles au bénéfice des populations. Mais qu'est-ce qui se passe? Regardez comment on gère ces fonds-là, les fonds de ces trucs-là, les marchés, arrangements à gauche, à droite, comme vous. Maintenant, quatrième dépense, c'est la dépense, comment on appelle ça, des investissements. Les investissements. C'est là où normalement, quand on les fait, s'ils sont effectivement faits, c'est là où ça peut concerner directement tout le peuple, tout le monde. C'est ça. En ce moment, quand on aura investi, par exemple, pour faire une route, on investit pour faire un hôpital, on investit pour faire une école. Donc, le peuple peut espérer envoyer son enfant dans l'école ou à l'hôpital, ou bien utiliser la route qui est construite à travers ça. Mais ces investissements-là, aussi quand on doit les faire, quand vous allez voir, ce qui est généralement prévu n'a jamais été réalisé, même à 50%. Donc ça veut dire que les allocations budgétaires prévues par an dans le cadre des investissements, ils n'ont jamais été véritablement exécutés comme c'est prévu. Et très souvent, ces volets investissements-là même, on le fait reposer sur les emprunts projets, c'est-à-dire les espoirs qu'on a de mobiliser les recettes de l'extérieur à travers les emprunts que l'on peut être amené à obtenir des bailleurs de fonds ou des autres partenaires bi- ou multilatéraux. Donc, cinquième dépense, c'est les transferts. Les transferts, c'est ce qu'on appelle les transferts qu'on fait, les bourses, les pécules, les autres subventions qu'on est censé normalement accorder. C'est-à-dire que l'État, dans l'utilisation des ressources nationales, peut subventionner certains services, certaines prestations au niveau de certains partenaires qui doivent le faire au bénéfice normalement des populations ou, par exemple, subventionner les bourses d'études pour encourager les enfants du peuple à aller se former. Ensuite, aujourd'hui, cette rubrique-là, elle prend en charge un pan entier, c'est pratiquement des pécules qui sont destinés à payer le salaire, en fait, des contractuels, soit de l'éducation, soit les contractuels de la santé. Parce que comme l'État a un problème de recrutement de ses agents, et compte tenu de ces accords avec la Banque mondiale et le FMI, alors ils ont trouvé une parade qui a consisté à dire je vais essayer de tricher en essayant de recruter les gens mais sous forme de contractuels et je ne les vais pas les payer en tant que salariés pour que leur poste budgétaire soit dans la même rubrique que le salaire du personnel, mais je les envoie là-bas au niveau de l'autre compte de subvention qui est un fourre-tout. Et comme ça, donc je me cache derrière ça pour être dans la position donc de et ils sont nombreux aujourd'hui les contractuels qui sont payés à plus de combien de combien de milliers de contractuels dans l'éducation comme dans la santé et ainsi de suite. Donc c'est pour vous dire, et quand vous analysez ces 5 postes de dépenses, vous allez vous rendre compte que véritablement le peuple, le grand peuple, il est grugé. Je vous donne en conclusion la synthèse. Donc, quand vous prenez l'État, je vous ai dit le service de la dette. Le service de la dette est censé avoir financé des projets de développement dont vous ne retrouvez même pas de traces. Et ces projets-là, on a vu comment les gens les gèrent. Les gens gèrent les projets comme si c'est les affaires des orphelins. Comme si c'est en fait c'est les biens des morts. C'est comme ça que les gens gèrent les projets chez nous. Et quand on t'envoie, tu es un agent de l'État, tu as 300 000 francs de salaire et normalement dans la fonction publique. Mais quand tu deviens un membre de l'équipe cadre de gestion d'un projet, tu vas te retrouver avec 2-3 millions de salaire comme si ce n'est pas l'argent de l'État. Comme si ce n'est pas l'argent public. Or, c'est de l'argent public et on vote ça dans la loi des finances. Il y a aucune raison que les gens se mettent à gérer l'argent des projets comme ils le gèrent depuis toujours et avec les résultats que nous avons. Donc ça, maintenant quand vous prenez les salariés, mais vous imaginez aujourd'hui au Niger, contractuels, plus les agents titulaires, plus les auxiliaires et tous les autres, vous imaginez qu'au Niger on a 200 000. Supposons qu'on a 200 000 qui sont des agents de l'État. Vous savez que ça n'atteint pas. Mais 200 000, et considérez que les 200 000, chacun a 10 personnes à charge, sinon 20 personnes à charge. 20 personnes à charge, 200 000 multipliés par 20 personnes, ça va vous donner 4 millions.
Mais nous sommes combien? On est 21 millions et quelques, selon les dernières estimations de l'INS. Donc sur 21 millions, il y a 4 millions de Nigériens qui profitent de l'État. Parce que les salaires, c'est pour eux, les avantages, c'est pour eux, c'est eux qui sont députés, c'est eux qui sont ministres, c'est eux qui sont chefs de projet, c'est eux qui sont DG. Les autres, ils n'ont rien. Vous vous rendez compte? Donc, ça veut dire que c'est 4 millions de personnes. C'est eux encore, ce sont les mêmes gens qui gèrent les autres comptes, c'est-à-dire là où on a dit le fonctionnement. C'est eux qui donc donnent les marchés, c'est eux qui gèrent ça, les biens de l'État qu'ils ont à leur disposition. Vous avez vu comment ils les gèrent. Tous les gens à qui on met à leur disposition les patrimoines de l'État, ils les gèrent comme ils veulent. Et toujours à leur seul profit et au détriment du plus grand nombre. Donc le plus grand nombre n'a rien. Aujourd'hui, ça c'est des questions fondamentales que les gens doivent voir pour apprécier la base des inégalités que nous observons. Et vous voyez bien, dans le rapport on vous a dit que c'est un petit nombre de gens qui sont en train de s'enrichir bougrement et qui sont en train de constituer ce qu'ils appellent la classe moyenne bureaucratique administrative. C'est cette classe moyenne bureaucratique, ce n'est pas normalement, c'est pas des producteurs, c'est pas des agents économiques qui sont des producteurs qui travaillent et en train de faire bouger l'économie. Non, ce sont des agents de l'État, des fonctionnaires, des petits fonctionnaires qui sont des affairistes, qui dans la gestion de leur mission, dans l'exécution de leurs tâches, se mettent à faire des affaires, à faire des arrangements, et ils sont des corrompus. Ils développent la corruption, ils développent toutes les mauvaises pratiques de délinquance économique qui font que ces gens-là sont en train de devenir comme ça des richissimes hommes sur la base de la corruption. Et vous les voyez, tout ce que vous voyez, les éléphants qui se lèvent dans la ville, c'est quand vous essayez de chercher à comprendre, ça appartient à qui? Vous ne trouvez pas que c'est pour un opérateur économique digne de ce nom, qui est donc les activités économiques sont bien connues de tout le monde et c'est des activités connues, licites, appréciable que visible, que tout le monde peut voir, comme si tu vois les affaires de Dangote au Nigeria ou les affaires, je ne sais pas, de quelqu'un ici qui est un opérateur économique dont on connaît bien les affaires. Mais tu vas voir, même si c'est un opérateur économique, c'est quelqu'un qui est en rapport avec certains cadres administratifs avec lesquels ils font la complicité pour voler l'État.